Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Tourret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la France des cantons est celle de 1790, de la monarchie constitutionnelle. 18 régimes ont passé. Il y a 2 siècles. La France était alors une France rurale, avec ses fermes de quelques hectares. Les cantons, notamment en Normandie, comportaient une dizaine de communes. On ne relève pas de discrimination fondamentale à l'époque entre les populations des différents cantons. Certes, à l'époque, le conseiller général est un propriétaire terrien, le plus souvent retraité, avec le maire dont il est le représentant. Le conseiller général, souvent d'ailleurs maire du chef-lieu de canton, assure la permanence de la France rurale, une France où on travaille dur, où on entend, quand on se lève, le chant du coq. Les principales missions de ce maire rural et de ce conseiller général, qui à l'époque n'est même pas élu, c'est l'entretien des cimetières, le curage des rivières, le carrossement des chemins. Le conseiller général est influent car il dispose d'une belle maison. Il a souvent un château. Il distribue les décorations. Il travaille de concert avec le préfet qui, lorsqu'il soutient le gouvernement, lui remet des bureaux de tabac. Stendhal avec Lucien Leven, relisez-le. Lucien Leven arrive où, Madame Dumont? Il arrive à Caen et il est chargé, dans la circonscription de Vire, avec tout un certain nombre de bureaux de tabac, d'obtenir un vote favorable au gouvernement. La transition avec la France de l'Ancien Régime s'est faite en douceur. Dans notre département, le Calvados, il y a 50 ans, qui gouverne? Ce sont les d'Harcourt, les d'Ornano, les Clermont-Tonnerre, les Neuville, les Bourgoins. Madame Dumont le sait mieux que quiconque, qui mit par terre le dernier des ducs d'Harcourt. Ce sont des centristes, des giscardiens, rarement des gaullistes. La révolution industrielle du XIXe puis du XXe siècle est venue perturber ce bel équilibre. Les campagnes se sont vidées car les usines se sont créées dans la périphérie des villes. Et finalement, le Conseil général est resté cette structure rurale qui a été chargée d'assumer la transformation industrielle de la France. Il est devenu progressivement, avec l'apparition des régions, une structure qui a du mal à trouver actuellement son équilibre. C'est une structure certes de proximité, ce qui justifie pour certains sa pérennité. Structure de pérennité ayant pour vocation essentiellement le social. Les inégalités entre cantons sont alors devenues extrêmement fortes, car toutes ces révolutions industrielles, tout le fait que se sont vidées progressivement toutes les communes rurales au profit de la ville, ont amené à partir de ce moment-là des inégalités tellement fortes que nul ne conteste la nécessité de procéder à leur découpage. Je ne vous dirai pas que le radical que je suis s'en enchante, puisque je suis obligé de constater que ce sont dans les cantons, dans les départements les plus ruraux, là où il y a le moins de femmes en général élues, que nous sommes les plus forts. Mais enfin, quel aveu, n'est-ce pas? Puisque je constate qu'effectivement, en Haute-Corse, département radical s'il en est, il n'y a jamais eu une femme qui a pu même une fois se présenter. En retenant la moyenne départementale avec plus ou moins 20% pour déterminer la taille des cantons, le projet de loi répond à un impératif d'équité exigé par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est certain. Mais avec intelligence, le projet prévoit des exceptions qui sont considérées par des considérations géographiques, de répartition de la population sur le territoire, d'aménagement du territoire ou par d'autres impératifs d'intérêt général. Très franchement, plus c'est vague, plus vous devriez être content. Car à partir de ce moment-là, il y aura la possibilité de dépasser très largement les plus ou moins 20%.
J'ai d'ailleurs proposé que l'on s'en tienne à plus ou moins 20, ou plus ou moins 30% éventuellement, dans le cadre de cette amodiation. Deuxième problème, c'est celui des limites géographiques. Limites géographiques, est-ce que ces cantons doivent s'inscrire dans les circonscriptions ou pas? Monsieur le ministre, je vous avais posé la question, vous m'avez répondu qu'il n'en était pas question, qu'il y a 55 cantons déjà qui sont en dehors des limites des circonscriptions. Il n'en reste pas moins que ça devrait être le principe et que l'exception devrait simplement être en dehors des circonscriptions législatives. Car sinon, nous créons par là même un cadre. Et il ne peut pas y avoir de redécoupage sans qu'il y ait un certain nombre de cadres. En gardant le principe de la circonscription législative, nous conservons un cadre, et ça, c'est ce qui me semble particulièrement important. Vous pouvez applaudir parce que c'est la position du gouvernement. Deuxième chose, à cet impératif d'équité répond un autre impératif, mesdames, qui est l'impératif de parité. Et pour avoir commis tout un certain nombre de rapports sur le principe et le droit de nomination des femmes dans la haute fonction publique, je peux dire à quel point je suis favorable à ce principe de parité qui, selon moi, a conquis actuellement les possibilités d'être un principe constitutionnel qui est susceptible de s'imposer à nous autres législateurs. Que pouvait-on choisir à partir de là? Le scrutin régional, pourquoi pas? On a préféré s'en tenir au choix du binôme, un hybride selon certains, mais qui garde quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un principe de proximité territoriale avec le citoyen. Car il est vrai, pour être l'élu d'une circonscription où il n'y a pas de ville, simplement la petite ville de Vire qui fait 12 000 habitants, je peux dire à quel point le conseiller général est un homme auquel les habitants sont attachés. Et plus on est dans le milieu rural, plus on est attaché à son conseiller général. C'est parfaitement exact, il y a cet attachement, même si l'on doit constater, phénomène insupportable, que les femmes sont éliminées de la représentation au sein du Conseil général. Y compris dans les postes de responsabilité. Je tiens à dire que dans le Calvados, nous étions l'exception. Nous avons 4 femmes députées sur 6. Nous avons 4 femmes députées sur 6. Et nous avons une femme qui a été présidente du Conseil général pendant longtemps, Madame Anne Dornano. Je pense qu'adviendra-t-il de ce principe lors des élections législatives? Monsieur le ministre, j'attire votre attention à ce niveau. On est bien d'accord pour dire que l'opposition va saisir le Conseil constitutionnel pour attaquer ce principe de parité et que vraisemblablement, très vraisemblablement, à coup sûr sans doute, le Conseil constitutionnel rejettera. Et il rejettera, renforçant ainsi le caractère de constitutionnalité dans le cadre des grands principes qui gèrent la République de la parité. Alors, qu'est-ce qui va en devenir en ce qui concerne les élections législatives? Car à partir de ce moment-là, lorsqu'il va y avoir un redécoupage qui est susceptible de se faire, puisqu'on nous annonce éventuellement 60 députés à la proportionnelle, décision contre laquelle je m'oppose totalement, je ne vois pas pourquoi on va donner des sièges au parti de monsieur et madame Le Pen qui ne sont pas là. Bon, ça me dépasse. Donc, d'autant plus qu'ils sont déjà suffisamment nombreux, ça suffit. Alors, monsieur le ministre, mon problème est quand même le suivant. À partir du moment où il y a une règle, cette règle n'existe que par rapport à sa sanction. La sanction, c'est effectivement la sanction en termes soit de dommages et intérêts, soit de non-financement de l'organisation politique. J'attire votre attention sur le fait que c'est déjà ce qui avait été prévu, ce qui m'a été répondu en ce qui concerne la nomination, j'en avais parlé à Madame Zimmermann, dans le cadre de la haute fonction publique française. Pour m'en être entretenu avec Monsieur le vice-président du Conseil d'État, pour m'en être entretenu avec tout un certain nombre de personnalités, je peux vous donner un sentiment différent que celui qui serait de dire que la sanction financière est la seule sanction susceptible. Non, à mon avis, il y a la possibilité pour chaque personne qui saisit le Conseil constitutionnel de faire annuler le redécoupage qui ne prendrait pas en compte la parité.
alors on aura à avoir une véritable discussion sur ce principe constitutionnel. Quelle est la sanction du non-respect de la parité? Aussi bien pour les nominations, aussi bien pour les élections. Cette sanction, c'est la nullité. Moi, je suis un juriste, j'ai toujours appris que le principe de nullité était le principe fondamental et fondateur de la règle qui n'est pas respectée, que le principe de dommages et intérêts ou de sanction financière n'est qu'un principe subsidiaire, et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a ce principe qui est retenu de la parité, il faudra bien évidemment supprimer la moitié des circonscriptions françaises et faire en sorte que dans chaque circonscription puisse présenter un homme et une femme. En ce qui concerne les élections municipales, vous avez proposé de favoriser au maximum la parité, simplement jusqu'où nous avions proposé qu'il y ait 1500 comme règle pour en s'arrêter à 1000. Très franchement, mes chers collègues, je pense que 500, ça va trop bas. Je vous le dis tel que je le pense. Je pense que ça va trop bas. Ce n'est pas si facile que ça dans les petites communes de monter des listes. Ce n'est pas facile à partir du moment où on devra en plus déposer dans un certain délai à la sous-préfecture la liste en question. Un équilibre avait été trouvé à 1000, ne descendez pas en dessous de 1000. Voilà la remarque que je peux vous faire. En ce qui concerne les délégués communautaires, je pense qu'on a peut-être loupé une occasion, Monsieur le Ministre. C'était de donner finalement à la communauté de communes, à l'intercom, une véritable existence et par là même une possibilité de désigner directement. On le fera prochainement. On le fera prochainement, ça sera une réforme qui sera dans 3, 4, 5 ans. On le fera prochainement car on voit bien que là, on évolue. Dans un premier temps, on désignait à l'intérieur du Conseil. Là, il va y avoir un fléchage. Un fléchage, c'est un vote direct. Et donc, à partir de là, je crois qu'il va y avoir, à mon avis, une évolution qui va se faire. Je pense que les mobiles du gouvernement, à savoir parité, proximité, équité, sont alloués. Quelles sont cependant les questions qui fâchent? Les votes entraînent la pérennité de toutes nos structures. Très franchement, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il n'y a pas trop de structures en France? Très franchement. Les communes, les départements, les conseils généraux, les conseils régionaux, les pays, les intercoms, toutes ces structures d'agglomération qui existent et qui fleurissent. Moi, j'ai le sentiment qu'on avait un choix à faire. Le choix du gouvernement a été de maintenir l'existence du département, ce n'était pas évident, de maintenir l'existence des communes, ce n'était pas évident, de maintenir l'existence des intercoms, les régions, personne ne contestait. Mais les pôles métropolitains qui vont, par leur création, ne faire que prendre des pouvoirs aux régions. Parce que finalement, plus vous créez des structures, plus vous êtes obligé de prendre des pouvoirs à des structures préexistantes. Or, la structure d'avenir, c'est la région. Et plus il y aura d'autres structures qui se feront, plus ça se fera au détriment de la région, qui est la véritable structure d'avenir. Alors, j'ai été très interpellé pour avoir eu cette charge au sein du Conseil régional de Basse-Normandie par l'exemple de l'Alsace. L'Alsace est un modèle à prendre en compte. C'est avec un courage extraordinaire que 2 départements ont décidé de fusionner ensemble, premièrement, et que 2 départements ont décidé par ailleurs de fusionner avec la région, c'est-à-dire une double fusion. Est-ce qu'il ne serait pas, moi qui me bats depuis toujours sur la réunification de la Normandie, est-ce qu'il n'y aurait pas là également une possibilité de prévoir, de permettre dans l'avenir, dans les mois qui vont venir, puisque nous allons être saisis de cela, le rassemblement des départements? Je prends ma Basse-Normandie. Pourquoi les 3 départements de Basse-Normandie n'en feraient pas plus qu'un? Pourquoi ceux de Haute-Normandie n'en feraient pas plus qu'un alors qu'ils ont déjà créé ce qu'on appelle le 2,76? Voilà un peu une possibilité qui, à mon avis, doit nous interpeller. Le millefeuille est insupportable. Ces dépenses de fonctionnement sont insupportables. J'ai lu toutes les déclarations de M. Didier Migaud. Est-ce que nous n'aurions pas dû avoir un certain courage pour nous engager avec force dans la fusion des départements et des régions? Alors, Monsieur le Ministre, mon avis est globalement positif, même si je crains que tout le monde se mette d'accord pour plumer la volaille radicale que je représente.
et favoriser le rat des villes au détriment du rat des champs. Merci.